Bonjour à tous, merci d'être présents. Je voulais commencer par des remerciements qui, pour être traditionnels, ne sont pas moins sincères. Des remerciements déjà vis-à-vis de l'Université de Lyon qui souhaite vraiment promouvoir une réflexion et des actions en termes d'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique et qui donc organise ces journées de réflexion, de discussion, de débat. Qui organise aussi des formations doctorales, des projets de recherche sur ces enjeux. Donc cette action être, éthique de la recherche, intégrité scientifique et responsabilité sociale s'intègre dans la direction culture, sciences et société. Et donc je travaille étroitement avec Florence Belaen qui est dans les parages, et sous la responsabilité de Nathalie Dampnier, qui sera là cet après-midi, malheureusement elle ne pouvait pas être là ce matin, qui est donc la vice-présidente UDL sur les questions d'éthique et d'intégrité scientifique. Donc au nom de l'Université de Lyon, de Nathalie Dampnier, je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette journée de réflexion et de débat où on va essayer d'envisager les nouveaux enjeux éthiques qui se posent suite à la transformation ou à la reconfiguration de la recherche, à la fois dans ses objets, et on abordera notamment les questions de technosciences, en particulier à travers le prisme des biotechnologies, dans la conférence de Catherine Bourguin qui suivra la première. Et puis ensuite, on réfléchira sur les enjeux que posent les sciences humaines à partir du cas de l'histoire contemporaine, sur des sujets qu'on pourrait appeler des sujets sensibles, des sujets de société, et où cet ancrage sociétal de la recherche soulève un certain nombre d'enjeux éthiques et politiques d'ailleurs, mais on se concentrera essentiellement sur les enjeux éthiques. Alors pour commencer, nous allons avoir une conférence d'analyse des enjeux des valeurs de la science et de sa place dans les démocraties, et en particulier dans notre démocratie, qui va être présentée par Stéphanie Ruffy, que je remercie d'avoir accepté d'introduire cette journée. Je tenais vraiment à ce qu'il y ait une réflexion sur ces rapports entre science et démocratie, dans un monde globalisé où la recherche se développe dans des contextes politiques très différents. Il me semble important de rappeler que la science est une des valeurs, disons, prioritaires, centrales de nos démocraties, et que cela implique donc un certain nombre de responsabilités de la part à la fois des chercheurs, mais aussi de la part des institutions. Alors, Stéphanie Ruffy est professeure en philosophie des sciences. Après avoir mené des études en aéronautique et en astrophysique, elle s'est spécialisée sur la philosophie des sciences contemporaines, et en particulier celle de l'astrophysique, en ayant une réflexion sur la métaphysique des sciences et le pluralisme scientifique. Et elle dirige en particulier une ANR qui s'appelle Démocratie, sur les questions justement qui relient, sur les enjeux de la science dans les démocraties. Elle est directrice du laboratoire philosophie pratique et langage à l'université de Grenoble. Elle est VP sur l'interdisciplinarité, et elle va bientôt nous rejoindre dans le vaste ensemble de l'université de Lyon, et plus particulièrement à l'université Lyon 3 en tant que professeure de philosophie. Merci beaucoup Stéphanie, je vous laisse la parole. Merci tout d'abord pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Ravie à double titre en raison de la thématique de cette journée qui m'intéresse d'abord en tant que philosophe des sciences, mais aussi étant donné les responsabilités que j'ai pu avoir à l'université Grenoble, puis je suis aussi responsable intégrité scientifique, donc je suis très heureuse de participer à cette journée. Mais c'est avec ma casquette uniquement de philosophe des sciences que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, sciences, valeurs, démocratie, c'est un vaste sujet, c'est une problématique multiforme. Et plutôt que de vous faire un exposé systématique, j'ai choisi de mettre en avant 2 ou 3 questions de recherche actuelles, des questions ouvertes qui me paraissent intéressantes et qui relèvent directement de cette problématique multiforme, sciences, valeurs et démocratie.
Mon point de départ, ça va être un éditorial de la revue Nature, assez récent. Alors vous ne pouvez pas lire, mais c'est pas grave, parce que je vais extraire tout à l'heure quelques passages. Alors j'ai pris cet éditorial parce qu'il rassemblait un certain nombre de positions, de vues sur la science qui me semblaient un bon point de départ pour les questions que je voudrais poser avec vous. Cet éditorial, donc dans la revue Nature, son titre c'est Beyond the Science Bubble, et l'idée c'est qu'il est temps que la science sorte de sa bulle. On va voir de quelle façon, en prenant en charge un certain nombre de nouvelles responsabilités au regard de la société. Alors, je vais juste prendre quelques extraits de cet éditorial, uniquement comme point de départ, et aussi parce qu'on retrouve ces positions de plus en plus dans le débat public, dans les tribunes, et également à l'intérieur même des grandes revues scientifiques. On peut trouver dans cet éditorial quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, c'est-à-dire le constat qui est fait que la science aujourd'hui ne répond pas suffisamment aux besoins de l'ensemble de la population. Alors là, c'était plutôt centré cet éditorial sur les États-Unis, mais cela vaut évidemment pour beaucoup d'autres pays, et en particulier en Europe. Face à ce constat d'un écart entre ce qu'on peut attendre de la science et sa capacité à répondre aux besoins de l'ensemble de la société, l'éditorial continue en disant, bon, on ne va pas pouvoir continuer à dire la même histoire, nous, le monde académique, en disant, bon, c'est formidable la science, pourquoi? Parce que ça produit des innovations et que ça alimente la croissance économique. Non seulement ça produit des connaissances, donc ça c'est déjà bien, mais aussi ça alimente l'innovation et la croissance économique. Et cet éditorial prend l'exemple, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple qu'on pouvait prendre, mais prend l'exemple du projet de séquençage du génome humain, donc le Human Genome Project, et fait remarquer que ce projet a certes créé de très nombreux, créé un certain nombre d'emplois et d'entreprises, mais que si on regarde plus largement les effets de ce programme de recherche, donc les impacts que ce programme de recherche a eu sur la société, on peut mettre en avant le fait qu'il a pu renforcer certaines inégalités, bénéficier seulement à certains groupes de population plutôt qu'à d'autres. Donc là, on voit apparaître non seulement une attente en termes d'innovation, mais aussi une attente en termes de justice sociale, de satisfaction des besoins de l'ensemble de la société, donc la notion de bien commun, et pas seulement satisfaction de besoins économiques ou de certains groupes de la société. Et la conséquence de tout cela, c'est une responsabilité accrue pour les chercheurs. Donc j'ai pris un autre petit extrait de cet éditorial. Donc ces chercheurs, nous devons, au sens du monde académique en général, nous devons donc répondre aux besoins des contribuables qui ont vu relativement peu de bénéfices des avancées scientifiques. Alors ce genre de position et d'attente formulée au regard de la science soulève de nombreuses questions de différents types. D'abord, il y a une question très générale sur est-ce que c'est légitime cette attente? Est-ce qu'elle est bien fondée cette attente? Et on peut se poser cette question à la fois d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire que la nature de la science, la dynamique de la science est telle que la science est en mesure d'assurer ses objectifs de justice sociale, de justice sociale en tout cas de ne pas créer des inégalités parmi les populations d'un pays. Donc, premier type de question, légitimité bien fondée, à la fois épistémologique et politique, de ces attentes au regard de la science et des communautés scientifiques. Et ça, c'est bien sûr lié à la question qu'est-ce qui fait la valeur d'un programme de recherche dans nos démocraties aujourd'hui. Historiquement, on a pu répondre, même pas vrai historiquement, on a pu répondre, si je simplifie, que la valeur d'un programme de recherche, il produit des connaissances et puis on verra bien l'impact que ça aura sur la société. On a pu aussi ensuite répondre, la valeur d'un programme de recherche, c'est sa capacité à créer l'innovation et la croissance économique. Et là, la question se complexifie encore, puisque la valeur d'un programme de recherche ne va plus se réduire à une de ces dimensions, mais va être évaluée en fonction de l'ensemble des impacts que le programme de recherche ou une décision en matière de politique scientifique peut avoir sur la société. Donc ça, c'est une première famille de questions, en quelque sorte, qu'on peut se poser en réaction à ces attentes formulées au regard de la science. Et cette première question ouvre en quelque sorte une autre question qui suscite des travaux de plus en plus nombreux à l'interface philosophie des sciences, philosophie politique, sciences politiques, et qui découle en fait de la première, c'est-à-dire que si effectivement on rentre
dans ce qu'on peut appeler une valorisation contextualisée de la science. C'est-à-dire que ça va dépendre du contexte sociétal, du moment de l'histoire, des valeurs d'un certain pays. Donc les réponses ne vont pas être les mêmes selon les pays. À ce moment-là, qui doit décider comment piloter la recherche si cette valeur est fortement contextualisée? Quel pilotage de la recherche et qui, dans une démocratie, est justement en mesure d'intégrer cette dimension contextuelle pour développer une politique scientifique et piloter la recherche, de sorte à ce qu'elle réponde à ce qu'on peut attendre d'elle. Ces deux questions-là, qui sont assez générales aujourd'hui, j'en ai extrait en quelque sorte 3 questions plus spécifiques sur lesquelles un certain nombre de gens travaillent, et qui sont les suivantes, donc je vais traiter successivement. La première question, qui est une question essentiellement épistémologique, mais les présupposés épistémologiques dans ce genre de discussion sont finalement assez forts et assez contraignants et pas toujours discutés de façon explicite. Donc on peut peut-être le faire aujourd'hui. Donc, compatibilité entre un pilotage externe, c'est-à-dire quand je parle de pilotage externe aujourd'hui, ça va être un pilotage qui va se faire au nom de considérations qui ne sont pas internes à un champ scientifique. Telle utilité sociétale, telle attente économique, tel besoin d'expertise dans la sphère politique, etc. Donc est-ce que ce pilotage externe est compatible avec la dynamique propre des champs scientifiques, la façon dont les connaissances, quand un champ scientifique est fécond, dont les connaissances se développent? Autrement dit, pour dire les choses peut-être plus simplement, c'est est-ce qu'une science orientée par des missions, pour reprendre une expression courante aujourd'hui, est-ce qu'une science orientée par des missions, elle est moins féconde d'un point de vue épistémique? Et on verra que cette question, elle alimente très souvent une réticence à l'idée d'un pilotage politique de la recherche, je vais y revenir. Deuxième question, simple dans sa formulation, si pilotage externe il y a, et de façon légitime sur le plan des principes, quel rôle pour le citoyen? Quel rôle pour le citoyen dans ce pilotage externe et comment ça s'articule avec les instances de démocratie représentative? Donc ça, ce sera une question qui sera d'ordre plus politique. Et on reviendra, si j'ai le temps, je l'espère, à une question plus épistémologique qui est celle d'une autre forme de participation des citoyens, non pas en amont sur la question de la définition des grandes priorités de la recherche, mais au cœur même du processus de production des connaissances, c'est-à-dire est-ce que la participation des citoyens peut améliorer la qualité de la connaissance elle-même et de l'expertise scientifique, mais la question là est un petit peu différente. Donc, je vous propose de commencer par la première question. Donc, une science orientée par des missions est-elle moins féconde? Alors, dans le débat public, il y a très très souvent des prises de position qui mettent en avant le caractère imprévisible de la science, et à juste titre. Donc, j'ai pris une citation parmi tant de prises de position publiques d'un de nos prix Nobel récents, Albert Fert, qui dit « Je n'ai pas démarré mes travaux en me disant que j'allais augmenter la capacité de stockage des disques durs. Le paysage final n'est jamais visible du point de départ. » Donc, un caractère imprévisible du développement d'un programme de recherche, tout le monde en convient. En général, quand on met en avant dans le débat public cette caractéristique de la dynamique des sciences, elle s'accompagne d'une réticence à une perte d'autonomie de la recherche et d'une réticence à un pilotage externe. Donc là, il y a de très très nombreuses aussi, dans les années récentes, prises de position. J'en ai pris une ou deux. Donc là, c'est quelque chose qui est extrait des États généraux de la recherche 2004, on peut le lire ensemble. Donc jamais une découverte scientifique, donc là, il n'y a pas de nuance historique, hein. Jamais une découverte scientifique n'a été obtenue en tentant de résoudre un problème social urgent, et ce n'est pas par hasard, une sorte de nécessité là, de certains développements des sciences. La science ne peut fonctionner qu'en élaborant elle-même ses propres questions, à l'abri de l'urgence et de la déformation inhérente aux contingences économiques et sociales. C'est à ce prix, en passant par des détours parfois surprenants, que certaines questions peuvent, souvent après de multiples formulations, être en partie résolues. Et l'électricité n'a pas été inventée en cherchant à perfectionner les bougies. Autre citation, toujours dans le même registre, c'est-à-dire défense de l'autonomie de la recherche, réticence à l'idée d'un pilotage externe, ou au nom d'une utilité sociétale de la science. Donc là, c'est dans un colloque en Collège de France qui avait justement pour thème Science et démocratie il y a quelques années. Alain Prochance, l'administrateur du Collège de France. Donc là, le ton est véhément. Je qualifierais de lysankisme rampant l'incitation permanente, à travers les programmes déclinés en questions sociétales, à mobiliser les savants autour de grandes causes industrielles ou humanitaires. Un certain nombre d'exemples démontrent à l'envi que les découvertes récentes les plus porteuses d'espoir pour la médecine ont été faites dans un esprit de pure curiosité cognitive. Et donc ça, c'est un exemple qui est très souvent pris, mais j'y reviendrai.
Citons notamment le phénomène d'interférence ARN, mis en évidence à partir de l'expérience de la couleur des pétales des pétunias. Et on trouve toujours aussi l'exemple du laser, qui aurait pu dire au début de la mécanique quantique qu'on aurait quelque chose d'aussi utile que le laser, etc. Alors, moi, du point de vue des questions de recherche, j'ai une question centrale et ouverte, et est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Quelle est la validité de ces liens qui sont censés s'établir dans le débat public entre le caractère imprévisible de la science et la défense d'une forme d'autonomie? Autrement dit, est-ce que c'est le cas qu'une science autonome, libre, guidée par la seule curiosité, pour explorer l'inconnu, c'est ainsi qu'on présente les choses, est plus féconde épistémiquement qu'une science qui est pilotée pour répondre à des objectifs qui lui sont extérieurs. Donc elle serait plus forte en vertu de ce caractère imprévisible dont tout le monde convient. Vous l'avez rappelé, c'est des travaux qui sont développés au sein d'un projet collectif, donc un petit coup de pub pour le projet, en particulier avec un de mes doctorants, donc je mets son nom puisqu'il travaille, sa thèse porte exactement sur ces questions-là. Résumé de l'argument de l'imprévisibilité, pour dire les choses rapidement, donc c'est l'idée que beaucoup de grandes découvertes sont imprévisibles. Il est donc contre-productif d'imposer des objectifs externes, en particulier pratiques, à la science. Il faut donc maintenir l'autonomie de la science en matière de définition de ces objectifs, ce qui revient souvent, mais pas nécessairement sans y réfléchir, en tout cas ce qui revient souvent de fait aujourd'hui, à défendre la recherche fondamentale, la recherche guidée par la seule curiosité, un blue sky research, etc. Et cet argument justifie en même temps une forme de gouvernance de la recherche de type délégation aveugle, c'est-à-dire que si vous défendez cette vision épistémologique de la dynamique de la science, alors effectivement, le mieux à faire pour les bailleurs de fonds, c'est de déléguer entièrement aux communautés scientifiques le pilotage de la recherche. Mais si on réfléchit un petit peu d'un point de vue épistémologique, est-ce que ça tient vraiment la route, ces positions-là? Donc je laisse de côté les raisons, bien sûr, politiques de défendre l'autonomie de la recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un angle épistémologique. Est-ce que ça tient la route d'un point de vue épistémologique? Donc, des travaux peuvent montrer, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous faire sentir un petit peu le genre de travaux qu'on peut faire sur ces questions. Donc, des travaux peuvent montrer que la survenue d'un fait inattendu au cours d'une enquête scientifique, donc imprévisible, est liée au caractère partiellement non contrôlé de notre intervention sur le monde. C'est-à-dire qu'on peut mettre en avant, pour aller vite, 3 conditions qui sont imbriquées, qui est de dire, dans le type d'enquête scientifique, une déviation accidentelle du protocole expérimental a davantage de chances d'avoir lieu, on peut concevoir que de l'inattendu va surgir plus facilement. Effectivement, historiquement, si vous regardez des cas d'école de découvertes inattendues, comme la découverte de la pénicilline ou la radioactivité, on est dans cette configuration-là, où on a relativement peu de contrôle du protocole expérimental, relativement peu normé, et donc déviation accidentelle qui peut se produire assez facilement. Si on un cran toujours dans cette même idée, un cran plus loin dans cette même idée, c'est que la survenue de l'inattendu va être liée au degré plus ou moins parfait d'isolement de l'objet du phénomène étudié. Puisque plus vous allez vous éloigner des conditions de laboratoire où l'objet étudié est étudié d'une façon parfaitement contrôlée, vous connaissez cet aspect-là des sciences du laboratoire, donc à ce moment-là, vous pouvez attendre des manifestations plus fréquentes ou des interactions plus fréquentes avec des chemins causaux inconnus et donc de la survenue de l'inattendu. Une troisième condition, qui est peut-être moins manifestement liée, c'est, mais qu'on pourrait développer, c'est l'arrière-plan épistémique en fait, d'une enquête scientifique. C'est-à-dire, quel est le degré d'unification théorique de l'enquête scientifique? Et on peut défendre en détail l'idée que moins vous aurez un arrière-fond épistémique unifié théoriquement, donc plus vous éloignez des grands cadres unifiants comme les cadres actuels de la physique ou d'une certaine manière aussi de la cosmologie, plus vous allez travailler avec des modèles locaux développés de façon plus ou moins ad hoc pour répondre à certains problèmes particuliers, et plus de l'inattendu va surgir. Alors je voudrais juste développer en dire un petit peu plus sur cette dernière condition. Effectivement, si vous pensez à des sciences comme la physique des particules, donc ce sont des sciences fondamentales de laboratoire où on dispose d'un arrière-fond, en tout cas d'un cadre théorique très unifiant, très établi, et la façon aussi dont on construit les expériences dans ce type de sciences, en utilisant des simulations qui, à partir des connaissances théoriques, vont contraindre, et la façon dont on va construire les instruments, on peut reprendre les travaux de Hacking et d'autres personnes qui vont mettre en avant l'existence de phénomènes d'ajustement tout à fait
fort entre l'arrière-fond théorique, les simulations, la façon dont on va construire les instruments. Et ces phénomènes d'ajustement mutuel se traduisent par le fait que, les données qui ne sont pas interprétables en général ne sont pas produites, si on réfléchit à la façon dont ces expériences sont conçues, et les résultats sont plus souvent attendus que surprenants. Et l'exemple type étant la recherche du boson de Higgs. Et en fait, il n'y a pas de mystère épistémologique à ça si on regarde comment ces enquêtes scientifiques sont développées. Et ce n'est pas du tout une faiblesse de ces enquêtes scientifiques. C'est une caractéristique épistémologique, mais il ne faut pas le prendre comme une faiblesse que le surgissement de l'inattendu soit très peu probable, étant donné la façon dont sont développées ces considérations. A l'inverse, si vous allez du côté des sciences qu'on peut dire inspirées par l'usage, donc orientées par des missions, typiquement les sciences biomédicales, la cancérologie, vous trouvez des modèles locaux plutôt que des théories unifiées, des connaissances partielles, des chemins causaux, des expériences en contexte d'application plutôt que des expériences très contrôlées en laboratoire pour répondre à des questions théoriques. Et tout ça, en fait, quand vous regardez effectivement un certain nombre de cas, vous vous apercevez que ces sciences inspirées par l'usage sont le lieu de grands nombres de découvertes inattendues. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce phénomène d'interférence à ARN, si vous regardez effectivement la genèse historique de ce phénomène, on est dans un contexte de sciences très appliquées, puisqu'au départ, ce sont des gens, je ne sais plus dans quelle compagnie, des gens qui veulent améliorer la couleur des pétunias. Et chemin faisant, des inattendus se produisent, et on aboutit à des choses très intéressantes. On pourrait raconter la même histoire en cancérologie, mais je vois que le temps passe. Donc simplement, je voulais attirer l'attention sur la nécessité de reconsidérer ce lien épistémologique qui est si souvent fait dans les prises de parole aujourd'hui entre imprévisibilité et liberté de recherche. Et sans vouloir faire une formule trop passive, c'est vrai que l'inattendu n'est pas forcément là où on l'attend. Donc, on peut évidemment défendre l'autonomie de la recherche, ce n'est pas du tout, mais en tout cas, ce n'est pas l'argument le plus solide d'un point de vue épistémologique pour le faire, donc on peut mieux le faire de ce point de vue-là. Je voudrais passer à cette deuxième question qui en fait est rendue possible à partir du moment, si j'avais eu plus de temps de le faire d'une façon plus satisfaisante, à partir du moment où cette tension qui est souvent mise en avant entre pilotage externe et fécondité des sciences, cette tension en quelque sorte est diminuée ou disparaît. À ce moment-là, la question du pilotage externe retrouve une certaine légitimité au moins épistémologique. Et dès lors, se pose la question, si pilotage externe légitime d'un point de vue épistémologique il y a, qui doit s'en charger? Quel rôle pour le citoyen, puisqu'on voudrait parler en particulier de nos sociétés démocratiques contemporaines, donc quel rôle pour le citoyen dans le pilotage de la recherche? Alors, voyons voir déjà comment ça se passe. En tout cas, si on se demande, mes données ne sont pas à jour puisqu'on a changé de gouvernement, mais si on se demande qui conseille le gouvernement en France, vous le savez sans doute, donc on revient au gouvernement d'avant. Donc il y avait un conseil stratégique de la recherche, je ne sais pas si la même chose va être mise en place, c'était auprès du Premier ministre. Sa mission est claire, c'est exactement de ça dont on parle, de ce pilotage externe. Conseil stratégique de la recherche, mission, identifier et proposer un nombre limité de grandes priorités scientifiques et technologiques pour préparer et construire le futur de la France. Donc on a envie tout de suite de savoir qui est impliqué, qui est dans ce conseil, qui est impliqué dans les choix effectués au sein de ce conseil. Alors sans grande surprise, on va retrouver, donc il y a 26 membres, on va retrouver les grands groupes habituellement présents. Donc tout d'abord, sans surprise, parce que c'est pareil très largement au niveau européen, une majorité scientifique reconnue, donc il y a tous les grands noms de la science française, principalement des sciences de la nature, d'ailleurs très peu de gens venant des SHS, quelques représentants des grandes compagnies, Orange, Total, etc. 3 élus quand même. 3 élus sont là, et quelque chose qui m'a beaucoup surpris, il y avait une romancière, Marie Darrieussecq, et je ne sais pas si elle était censée, elle toute seule, représenter l'ensemble des citoyens, je ne sais pas pourquoi elle était dans ce conseil. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que 3 élus seulement, et une citoyenne, c'est à ce titre qu'elle était dans cette composition. Donc cette composition est-elle satisfaisante? Rappel, vision utilitariste, et quand je dis ça, c'est pas négatif, vision utilitariste de la science, c'est-à-dire que la valeur de la science vient du fait qu'elle puisse répondre à des attentes sociétales, et pas seulement produire des connaissances. Donc les scientifiques sont-ils les mieux placés pour définir ces besoins? Il y a d'autres options, bien sûr. D'aucuns peuvent défendre l'idée,
on est dans des sociétés d'économie de marché, laissons le marché faire. Donc ça, c'est l'option, laissons le marché faire. On ne va pas en parler. Nos représentants élus n'ont-ils pas finalement... Est-ce que ce n'est pas eux qui doivent piloter quid des citoyens. La première option, qui est largement... Enfin, qui était, si on regarde la composition de ce conseil stratégique, alors, je ne dis pas que ce conseil stratégique avait une influence effective, hein, mais en tout cas, les travaux de sociologie pourraient montrer si oui ou non ça a pesé dans la politique scientifique française, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si un citoyen veut savoir comment dans son pays les politiques de recherche sont faites, il va sur Internet, un ministère, et il voit ce conseil stratégique, et donc c'est ce qui est affiché aux citoyens, qui doit être en charge, essentiellement les scientifiques, avec quelques représentants du monde économique. Donc c'est au moins ce qui est affiché aux citoyens. La réalité de l'influence de ce conseil, je ne saurais me prononcer. En tout cas, on est encore dans cette option-là, hein, c'est pas récent, si vous lisez ce qu'on peut considérer comme le premier document de politique scientifique, donc cet ouvrage de Francis Bacon en 1627, on retrouve déjà chez Francis Bacon une des premières affirmations de la science est là pour répondre à des besoins de la société, enfin c'était pas dit comme ça, mais c'est cette idée-là. Mais la question suivante, ok, la science répond à des besoins de la société, mais qui du coup doit définir ces besoins? Donc là, on est dans une forme d'élitisme qui n'est pas surprenant au XVIIe siècle, où ça va être un ensemble de sages, hein, les membres de la maison de Salomon, qui sont censés savoir ce qui est objectivement dans l'intérêt de tous, et donc qui sont en mesure de définir les objectifs que doit réaliser la science. Donc c'est une conception très élitiste, qui n'est pas surprenante dans le contexte culturel et politique du XVIIe siècle, mais qu'en est-il dans nos sociétés démocratiques contemporaines? Est-ce qu'on peut légitimement rester dans ce régime élitiste au sens où on va confier à un groupe restreint la mission de définir le bien commun, en tout cas, on emploie de grands termes comme intérêt général et bien commun, mais en tout cas les objectifs qu'on doit assigner à la science pour répondre aux besoins de la société. De plus en plus de gens disent bah non, dans nos sociétés démocratiques, il va falloir qu'on fasse autre chose, et donc vont développer des arguments en faveur d'une participation directe des citoyens dans les grandes priorités de la recherche. Donc là, ce sont des arguments très simples, de bon sens. Les citoyens sont affectés dans leur vie quotidienne par les avancées de la science, je ne vous apprends rien, des génétiques, nanotechnologies, etc. Et la recherche est au moins en partie, la recherche publique en tout cas, est au moins en partie financée par leurs impôts, donc les citoyens ne devraient-ils pas avoir leur mot à dire, hein, donc argument très simple. Quelles sont les difficultés que rencontre cette option participation citoyenne qui est suffisante sur le papier, sur le papier en tout cas, à première vue, ça a l'air bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Déjà, il y a des problèmes épistémologiques ou des résistances épistémologiques possibles qu'il faut prendre en compte quand on s'engage dans cette voie de participation citoyenne. Premier argument, je viens d'en parler, c'est dans la partie précédente, l'argument de l'imprévisibilité en faveur de l'autonomie de la science. Est-ce que c'est compatible l'idée d'un pilotage externe et cette imprévisibilité? J'en ai déjà parlé. Quelque chose qui revient aussi très souvent, c'est ce qu'on peut appeler une crainte de la tyrannie de l'ignorance, c'est-à-dire si vous demandez aux citoyens ce qu'il attend de la science, eh bien, on n'aura plus que de la science qui aboutit à des meilleurs portables ou à des molécules anti-cancer pour simplifier trop les choses. Donc une vision utilitariste à court terme des attentes. En fait, ces deux sources de résistance, d'un point de vue épistémologique, ces deux sources de résistance, on peut y répondre en fait. On peut y répondre, et l'une comme l'autre, hein, je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais quand bien même, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que quand bien même on peut dérouler tous les meilleurs arguments que vous voulez contre cet argument de l'imprévisibilité, mobilisé de cette façon et cette crainte de la tyrannie de l'ignorant, la question reste, est-ce que ces considérations vont diminuer la force psychologique que ces deux arguments conservent au sein des communautés académiques? Voilà, ça je ne sais pas, donc je ne sais pas, c'est une question de sociologie, d'enquête sociologique qui sera intéressante. Défis politiques, enfin défis ou en tout cas interrogations politiques suscitées par cette idée d'une participation des citoyens à la définition des grandes priorités de la recherche. Donc, une première question toute simple, c'est est-ce qu'une participation directe des citoyens, en matière donc, de politique scientifique, est-ce qu'elle est préférable à d'autres formes de contrôle démocratique, comme par exemple, classiquement dans les démocraties représentatives, le contrôle par une instance élue. Et puis, si on arrive d'un point de vue de la philosophie politique et des sciences politiques à justifier la légitimité d'une participation directe plutôt d'une participation via des instances élues, à ce moment-là, reste la question immense de comment mettre en œuvre une telle participation. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites,
mais sans doute la première partie sur le plan davantage des principes est tout à fait intéressante dans le cas des sciences et se décline pas exactement pareil que dans d'autres domaines où cette question de l'articulation entre démocratie participative et démocratie représentative se pose aussi, bien sûr. Donc j'ai juste rassemblé sur cette diapositive un petit peu les pour et les contre. Hein. Si on soupait ces deux options, donc je reste vraiment à la surface des choses, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous donner une notion de ce qui est en jeu ici. Donc, participation directe des citoyens, où on reste, on s'en remet à nos élus. Donc, pour une participation des citoyens, temps de la vie politique incompatible avec le temps de la recherche. Les politiques publiques de recherche ne font pas partie, on l'a vu encore dans les dernières campagnes présidentielles ou législatives, les politiques publiques de recherche ne font pas partie, ou très marginalement, de l'agenda politique sur lequel les citoyens votent. Soit on n'en parle pas du tout, soit ça se réduit à un peu plus d'argent, un peu moins d'argent, en tout cas on n'est pas du tout dans un vote qui est sur des grandes orientations de la recherche. Donc c'est quelque chose qui n'est pas proposé aux citoyens dans le cadre de la démocratie représentative standard. On retrouve ce spectre de la tyrannie de l'ignorant, mais ça pas au regard du citoyen, mais au regard de l'élu, qui d'un point de vue épistémique est en quelque sorte sur le même bateau que le citoyen. L'élu a-t-il toutes les pièces en main épistémiquement pour se prononcer en connaissance de cause, donc de ce point de vue-là, ils sont sur le même bateau. Une demande sociétale, bien sûr, croissante de participation. Ça, c'est très général au niveau des communes. Je ne vous apprends rien non plus à Grenoble. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, je sais pas. Donc là, c'est un arrière-fond très, très général aujourd'hui dans nos démocraties, une demande croissante de participation qui est valorisée politiquement, en mots, si ce n'est en action, parce qu'il faut regarder à quel point ça reste anecdotique ou marginal. C'est en ligne, bien sûr, c'est en ligne avec la notion de RRI dans l'horizon 2020, où les stakeholders, comme on dit, les citoyens sont censés être impliqués directement et très en amont dans les processus de définition des programmes de recherche. Mais il y a quand même de gros problèmes du point de vue de la philosophie politique et des sciences politiques. Et le premier grand problème, c'est la notion de représentativité politique. C'est-à-dire qu'un citoyen à qui on demande qu'est-ce qu'il faut faire pour les grandes orientations de la recherche ne représente pas au sens politique fort l'ensemble des citoyens. Et il ne va pas être responsable, in fine, des choix et des conséquences de ces choix. Donc ça, c'est une vraie difficulté, cette absence de représentativité politique d'un citoyen, d'une assemblée de citoyens, type conférence de consensus, etc., qui on demanderait qu'est-ce qu'il faut faire en matière de priorité politique. Et donc d'une façon générale, il y a ce problème qui n'est pas propre, encore une fois, au domaine des politiques de recherche. Il y a ce problème de l'intégrabilité dans nos systèmes existants de démocratie représentative, de cette idée de participation directe des citoyens. Et ça, ce sont des questions qui sont très, très actuelles. Il y a plein de travaux très intéressants sur ces champs-là et qui se déclinent d'une façon spécifique dans le cadre des politiques publiques de recherche. Il me reste très peu de minutes, mais ça va aller, pour dire un mot de la dernière dimension que je souhaiterais aborder avec vous. Là, on revient sur un terrain davantage épistémologique. Si participation des citoyens, on peut aussi l'envisager, non pas simplement très en amont dans la définition des grandes priorités de la recherche, mais on l'envisage de plus en plus. L'essor des sciences participatives, je crois qu'il y a une conférence cet après-midi. Voilà, donc, la participation des citoyens peut-elle améliorer la connaissance? Donc là, j'en resterai aussi à des considérations épistémologiques. Si on regarde ce qui se passe dans le domaine de l'épistémologie sociale, c'est-à-dire l'épistémologie qui part de l'analyse de la production des connaissances en tant que production collective assurée par des groupes, il y a plein de travaux qui ont mis en avant un certain nombre de conditions pour accroître l'objectivité et la qualité des connaissances produites. Donc j'ai pris juste un exemple qui est des travaux d'une philosophe américaine qui s'appelle Helen Longino, qui sont en quelque sorte des normes sociales et cognitives mises en avant pour favoriser cette objectivité des connaissances produites. On retrouve des choses qui sont très, très familières de l'intérieur des communautés scientifiques. Donc si on développe une vue avant tout sociale de l'objectivité, c'est-à-dire que l'objectivité va être assurée par cette capacité de critique par les pairs au sein des communautés scientifiques qui nous sont familières dans le monde académique, donc forum et standards publics de critique, prise en compte des critiques, égalité tempérée d'autorité intellectuelle, enfin, toutes ces considérations se rattachent à la tradition, encore une fois, de penser l'objectivité des sciences comme produit des mécanismes sociaux à l'œuvre dans les communautés scientifiques. C'est une idée qui est déjà dite par Popper, reprise par Bourdieu.
rien de nouveau. Et la conclusion, c'est de dire que, enfin, en tout cas, une des conséquences de dire, c'est que c'est bien l'hétérogénéité des perspectives au sein d'une communauté scientifique, dans ce processus de critique transformateur, c'est bien l'hétérogénéité des perspectives qui accroît, qui maximise en quelque sorte l'objectivité et la fiabilité des connaissances produites. Si on part de cet acquis de l'épistémologie sociale, se pose la question, mais qui doit-on inclure et surtout, doit-on aller au-delà des communautés scientifiques? Parce que tous ces travaux d'épistémologie sociale partent du principe, ou en tout cas ne questionnent pas le fait qu'on reste à l'intérieur des communautés scientifiques pour développer ces processus de critique transformative. La participation du citoyen ouvre la question, donc qui doit-on inclure? Doit-on aller au-delà des communautés scientifiques pour que ce processus soit le plus processus de critique, d'intersubjectivité soit le plus fécond, enfin le plus, comment dire, efficace possible pour maximiser l'objectivité. Donc la question épistémologique ouverte sur laquelle pas mal de gens travaillent aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est bénéfique, d'un point de vue épistémologique, d'être plus inclusif, c'est-à-dire d'inclure d'autres personnes que le monde académique, les chercheurs. Alors, il y a un certain nombre de cas d'études convaincants en faveur d'une réponse positive. Je vois que j'ai laissé, excusez-moi, je vais faire un copier-coller en anglais. Donc il y a par exemple des cas d'études, d'analyse de pratiques collaboratives en archéologie avec par exemple des aborigènes, des communautés indigènes aux États-Unis, qui montrent d'une façon assez convaincante que dans ces cas-là, l'inclusion de personnes hors du monde académique produit in fine de meilleures connaissances au sens traditionnel, plus fiables, plus objectifs, selon les critères épistémiques traditionnels. Il y a d'autres exemples aussi très connus, hein, je ne dépasse mon temps, je n'ai pas le temps, entre le rôle des associations de patients aussi, dans la recherche sociale. Donc là, ce sont il y a une multitude d'expériences très intéressantes qui montrent dans le cas particulier que, d'un point de vue épistémologique, oui, ça marche bien. La question, c'est est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce qu'on peut généraliser? Qu'est-ce qu'ont en commun ces cas-là qu'on ne retrouverait pas dans beaucoup d'autres champs de la connaissance? Est-ce qu'on peut généraliser? Une première chose qu'on peut dire qui est évidente, c'est que la pertinence potentielle de savoir non spécialiste va varier selon les domaines de recherche. On peut le concevoir dans certains domaines, moins sans doute en physique des particules ou dans d'autres domaines. Mais il y a aussi des difficultés de principe. Si on regarde les choses un peu plus près, il y a des difficultés de principe. C'est-à-dire que ce qui fait le cœur du processus de critique par les pairs, c'est l'idée d'une certaine symétrie et de prise en compte des critiques. Vous me critiquez, je vous critique. Chacun est censé en tenir compte. À partir du moment où on sort des communautés scientifiques, rien ne dit que les gens qu'on va faire rentrer dans cette discussion, dans ce processus critique, vont eux aussi prendre en compte les critiques. Ça, c'est la première chose. Et deuxième difficulté de principe, c'est quid de désaccord au sujet des normes centrales de justification. Au sein d'une communauté scientifique, alors évidemment, on peut avoir des désaccords, mais on est au moins en général d'accord sur le type de normes de justification. Bon, les expériences, c'est important, c'est plus important que les arguments d'autorité ou de tradition. Donc il y a un accord tacite, mais à partir du moment où on envisage un élargissement hors du monde scientifique, enfin académique, scientifique, se pose cette question-là. Et quand on regarde tout un tas de cas, il peut y avoir des limites posées par ces désaccords et qui ne sont pas susceptibles d'être résolus. Et donc et je finirai là-dessus, ça me semble aussi des questions qui sont ouvertes et intéressantes d'un point de vue épistémologique qui appellent des travaux. Je vous remercie du temps de notre poisson. Merci beaucoup. Alors merci pour cette conférence qui montre que en fait, ces questions qui se posent de façon très cruciale et qui apparaissent effectivement dans les médias sont des questions finalement assez anciennes et peut-être consubstantielles à l'existence même de la science dans des communautés humaines, dans des configurations politiques, et que finalement c'est la question plutôt de ces reconfigurations des modalités de décision politique qui se pose aujourd'hui et qui, dans ce cas-là, doit être comprise effectivement dans un contexte qui est celui d'un monde qui évolue de façon rapide et où la place des citoyens est en train de aussi se transformer. La deuxième chose que je voudrais juste souligner avant de laisser un temps pour les questions, c'est de souligner que, en fait, l'éthique ne se pose pas en aval de la science, c'est-à-dire une fois qu'on aurait fait de la science, les questions éthiques seraient sur les bons ou mauvais usages de la science. Mais cette conférence nous montre que les enjeux éthiques, en fait, sont
imbriqué, impliqué dans l'épistémologie même de la science, c'est-à-dire dans sa manière de se penser, de se définir, de se donner des objectifs et des méthodes de travail. Et ça me semble tout à fait essentiel de comprendre que épistémologie et éthique sont intrinsèquement liées et qu'on ne peut pas traiter l'une séparément de l'autre. Alors, je vais laisser la place aux questions. Merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'il y a, parmi les expériences qui sont réalisées aussi, il y a le côté de la Suisse, où ils sont, je dirais, où il y a des comités citoyens qui participent à côté de laboratoires. Et effectivement, je pense que là aussi, c'est une question d'éthique, parce que d'éthique aussi citoyenne, d'éthique de la science. La science peut travailler aussi sur plein de... peut avoir aussi, je rappelle, l'expression de celui qui avait créé la bombe atomique. La science vient de commettre son premier péché, donc c'est vrai qu'il y a aussi des effets générés par la recherche qui peuvent être dangereux. Et je pense qu'il faut effectivement aussi des dimensions un peu de contrôle de ces effets. Et à tel titre, alors peut-être que la Suisse est un grand modèle, mais bon, ils viennent de voter, les citoyens suisses viennent de voter l'arrêt de l'énergie nucléaire, ce qui serait impensable en France. Mais est-ce que ça, c'est pas un exemple déjà de démocratie directe, et avec des effets citoyens de participation et de décision? Je crois qu'on est très loin en France, notamment par rapport à la question du nucléaire. Et puis, d'une autre façon aussi, il y a aussi, je dirais, toute une logique aussi qui vient de la psychologie sociale sur la question de la recherche-action, avec Lewin, la démocratie, et là, effectivement, c'est des recherches avec des acteurs impliqués dans des perspectives d'amélioration des processus, de l'éthique au sens éthique comportement, parce que c'est aussi... Et de faire améliorer aussi le processus social d'innovation par la mise en réflexion, par la discussion, et donc je dirais par des instances démocratiques de réflexion aussi, et qui font avancer le débat, qui font avancer aussi les acteurs. Et là, effectivement, je pense aussi qu'il y a une dimension, je dirais, d'intervention en sciences humaines, qui est de l'ordre aussi de l'intervention sociale. Et je crois qu'on a aussi un rôle à jouer dans ce sens-là. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé dans ce petit exposé, mais on peut aussi réfléchir aussi à la place des sciences humaines et sociales dans cette question de définition des grands besoins de la société. Et on peut effectivement défendre l'idée que les sciences humaines et sociales sont au premier rang pour définir avec les communautés scientifiques concernées quels sont ces besoins. Donc pas pour se préoccuper de questions d'application ou d'acceptabilité sociale, mais justement très en amont pour se préoccuper de saisir quels peuvent être ces besoins et ces attentes de la société en termes qui pourraient être transposables en programme de recherche. Et puis juste pour le... Bon, il y a beaucoup d'expériences très intéressantes effectivement d'implication à un niveau local de citoyens. Et moi ce qui m'intéresse aussi c'est comment au niveau stratégique national ou européen on peut concevoir cette implication des citoyens. Autant je pense qu'on peut arriver là. C'est un petit peu comme les budgets participatifs au niveau d'une municipalité. Une certaine partie du budget peut être consacrée à ça. On peut imaginer, dans le cadre des politiques publiques de recherche, qu'on va réserver une petite partie du budget à ce type de définition par les citoyens et garder l'essentiel du budget dans un système classique de définition par les spécialistes. Ou est-ce que d'une façon plus radicale, on envisage une participation citoyenne à un niveau plus stratégique et plus global et pas seulement sur une petite partie du budget pour des trucs de l'éco. L'un n'excluant pas l'autre d'autre manière. Donc, moi c'est Jean-Charles Croix, doctorant au Mines Saint-Étienne. J'ai deux questions très courtes. La première, c'est quelle est la place des journaux dans cette discussion sur l'éthique de la science, parce que pour moi c'est un acteur quand même qui fait un peu sa loi quand même quelque part dans l'orientation scientifique. Et la deuxième, quelle est pour vous la place des thèses chiffres, parce que c'est un procédé qui apparaît quand même être assez important aujourd'hui, notamment dans les sciences applicatives, où on a énormément de
budgets qui sont directement financés par les entreprises. Et donc là, la question de la recherche, de son objectif et de la science qui est cachée derrière, elle est quand même vraiment dominée par la compagnie. Voilà, donc 2 sujets. Merci beaucoup. La question des journaux, c'est difficile d'avoir une réponse globale parce que souvent, effectivement, un certain nombre de journaux, de magazines vont reprendre un discours un petit peu à la gloire de découvertes scientifiques. Il y a un discours qui peut être à la limite de la communication. On est en aval des processus de choix des sujets de recherche. Donc, alors, vous voulez dire que la façon dont les journaux vont plutôt sélectionner certains types de recherche plutôt que d'autres. C'est ça. Là, je ne sais pas quoi répondre parce qu'en fait, est-ce que ces effets sont documentés? Est-ce qu'on voit je reviens d'une conférence à Amsterdam où il y avait beaucoup d'éditeurs scientifiques et de journaux scientifiques, et il y a un pilotage de plus en plus réel de la science par les journaux et les éditeurs qui en sont tout à fait conscients. Mais effectivement, quand on voit Nature ou Science, ils ont des stratégies de recherche qui leur sont propres aussi et qui sont effectivement dans des optiques qui ne sont pas forcément celles du bien commun, ou en tout cas qui sont peu discutées en termes démocratiques. Alors c'est vrai qu'aussi, les communautés scientifiques, on internalise aussi, si Nature et Science ont une telle importance, on internalise aussi, donc on n'impose pas de l'extérieur de valoriser autant dans les processus d'embauche, de carrière, qui sont faits très largement encore entre pairs. Donc on internalise en fait, vous voyez, c'est nous qui nourrissons la bête en quelque sorte, en accordant autant d'importance à des revues. Donc, oui, voilà. Donc, il faut aussi qu'on s'interroge sur le fait qu'on nourrit la bête. Hein. On nourrit la bête au sens. Quand je dis on nourrit la bête, c'est que cette influence qu'ont ces revues, c'est nous qui l'alimentons. C'est nous qui l'alimentons, la façon dont on prend en compte. Donc, à nous de nous libérer aussi. Une question, et puis après je vous passe la parole à... Il y a la deuxième question. Oui, la deuxième question, les bourses cibles. Alors là, du point de vue du pilotage de la recherche, indépendamment de la question de savoir quelle est la proportion de la recherche qui doit être par financement privé et financement public, du coup, pour ce genre de bourse, la question de la définition des grandes priorités ne se pose pas puisque c'est transparent, ce sont des objectifs qui sont ceux de l'entreprise. Donc la question de la participation du citoyen ou qui doit décider, en fait il n'y a même pas d'espace pour que ça se pose, parce que la recherche privée finalisée c'est transparent, ce sont les objectifs de l'entreprise qui vont donc conduire à telle forme de pilotage. Et après il y a la question de savoir l'équilibre entre recherche publique et recherche privée, les missions qu'on doit attendre de la recherche publique au regard de ce que fait la recherche privée. Beaucoup de choses à dire effectivement là-dessus, mais du point de vue strict du pilotage, la question ne s'ouvre même pas en fait, puisque dès le départ. Enfin, cela dit, il y a eu quand même beaucoup de discussions, parce que par exemple, quand on prend le cas de Monsanto, on sait très bien que le développement de Monsanto a été fait dans le cadre d'agreement aux États-Unis avec la recherche publique, oui. Et c'est ça qui a permis à Monsanto de effectivement se développer en tant qu'industrie leader sur son marché. Et en fait, ces actes, enfin ces contrats n'ont pas été discutés. Donc en fait, il y a aussi toute une réflexion sur le pilotage des grands objectifs, des grands groupes, si on prend le cas de la bioinformatique, enfin de l'informatique, Google, Amazon, etc., et une demande de réintroduire de la gouvernance dans ces orientations qui dépassent en fait l'État, mais que l'État a promu à un certain moment et continue finalement à rendre possible. Didier Villette, je suis chercheur INRA à Toulouse. Je voudrais savoir si vous avez connaissance de pays où la définition des grands objectifs de recherche est donc laissée de façon beaucoup plus importante à un panel de citoyens, qu'en France par exemple, donc cette vision un peu moins élitiste. Est-ce que ça existe quelque part? Et comment ça fonctionne? Alors, ça n'existe pas au sens pur, hein. Mais par contre, dans des pays comme le Danemark par exemple, et même dans une certaine mesure, d'une façon assez surprenante, l'Angleterre, ont des dispositifs. Et dans l'évaluation, par exemple, je me souviens quand le système d'évaluation anglais qui est très contraignant, où toute la partie impact sociétal des recherches est beaucoup plus importante dans les processus d'évaluation qu'il ne l'est en France, et s'accompagne de plus en plus d'inclusion de citoyens ou de représentants de certains groupes de la société civile dans les instances d'évaluation académique. Alors pas sur le cœur de la production, mais sur la description de l'impact sociétal. Et donc c'est pas seulement la description de l'impact sociétal du chercheur qui va raconter à un autre chercheur l'impact sociétal de ses travaux
en général pas forcément en se penchant beaucoup sur la question, mais les citoyens peuvent être impliqués dans le processus d'évaluation pour juger justement de cet impact sociétal. Et au Danemark, je crois que les choses aussi, il y a une intégration qui est moins anecdotique. Je ne parlais pas simplement de l'évaluation, je parlais de la définition de là où on veut aller. Alors, non, à ma connaissance, il n'y a pas de système où ce serait le citoyen sous une forme participative directe qui décide cela, comme c'est le cas pour toutes les autres grandes politiques publiques. Hein. Ce n'est pas seulement la politique publique de recherche, c'est aussi toutes les autres grandes politiques publiques. En tout cas, les politiques publiques de recherche sont encore plus absentes du débat démocratique que d'autres grandes politiques publiques où, finalement, lors du processus de vote, on peut se prononcer directement en tant que citoyen. Donc, Christine Dosquel, je suis médecin hématologue et je préside le comité d'évaluation éthique de l'INSERM. Oui, donc je pense qu'il y a un rôle régulateur des revues. Vous avez raison, c'est bijectif entre les revues et les chercheurs. Enfin, c'est clair que, vu en plus les difficultés de publication, on a quand même plus tendance à publier des choses qui vont être prises par les revues que des choses qui ne vont pas être prises par les revues. Et puis, par ailleurs, il y a une mode et un effet de mode qui est vraiment extrêmement important, qui est cultivé par les revues. Et vraiment, pour moi, un exemple vraiment extraordinaire, c'est l'engouement pour les cellules souches et la médecine régénérative au début des années 2000, où il y a eu quand même des titres dans les revues comme Science et Nature, effectivement, où on était dans le domaine du paranormal et du miracle, hein, quand il y a eu, par exemple, des titres comme Turning Blood in Brain, c'est incroyable. Turning Blood in Brain, c'est la pierre philosophale. Hein. Donc, où effectivement, on a fait faire n'importe quoi aux cellules souches, qui a permis à un certain nombre de chercheurs d'avoir deux papiers, un papier disant ça marche et un papier disant ça marche pas. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un effet de mode extrêmement important, avec un rôle des revues et des revues de qualité, mais aussi du grand public. Je me souviens sur Internet de Superman est favorable à l'utilisation des cellules souches embryonnaires. C'était quand même merveilleux. Enfin, je veux dire, ça me paraît extrêmement important. Et puis par ailleurs, quant au rôle régulateur des finances, donc je pense d'une part au Téléthon et à l'AFM en France qui orientent vraiment les recherches qui vont être financées, et puis par exemple aux politiques de financement de la communauté européenne. Bonjour, Claire Brosseau, sociologue à l'École d'architecture de Lyon et membre d'un collectif qui s'appelle Coexistence, visant à mettre les sciences au service des biens communs. Merci pour le lien que vous avez fait entre éthique et épistémologie, c'était très stimulant. Je voulais revenir sur un point sur lequel vous avez insisté, notamment en matière d'épistémologie sociale. Vous avez précisé que des travaux avaient montré que l'hétérogénéité des perspectives permettait d'accroître l'objectivité et la fiabilité des connaissances. Il y a d'autres travaux et des faits réels qui montrent aussi que la connaissance, y compris la connaissance scientifique aujourd'hui, croît lorsqu'elle est partagée. Et j'en veux pour preuve tout ce qui relève de l'open science, de Wikipédia et de tout ce qui se passe notamment via le filtre du numérique. Et donc le fait que ça croisse quand c'est partagé, on recoupe un certain nombre de vos conclusions quant à la fiabilité et à l'objectivité de la connaissance lorsqu'elle se démultiplie. Et deuxième remarque, vous avez mentionné un certain nombre d'initiatives en matière de sciences participatives. Monsieur en a mentionné d'autres. Il y a quand même, depuis plus d'un siècle, toute une épistémologie qui s'est développée autour du courant pragmatique anglo-saxon dans le monde de la science. Cette épistémologie-là, elle n'est pas ou peu reconnue dans le monde scientifique parce qu'on vit, surtout en France, dans une forme de légitimité d'une science dite cartésienne. Elle est beaucoup plus dans le monde anglo-saxon. Et ces formes épistémologiques-là mériteraient, elles aussi, de s'inscrire durablement dans le champ scientifique, de manière à ce que les relations entre sciences et société puissent aussi se stabiliser d'un point de vue épistémologique.